Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Al-Mouatine et dans l'émission Le Médiateur, deux personnes très actives dans la vie associative et surtout dans un dossier, un problème national très important qui est le handicap de l'autisme. Et ces deux personnes travaillent avec acharnement sur le terrain tous les jours pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de convaincre et surtout convaincre nos politiques qui restent un petit peu, disons, distants par rapport à cette situation qui est quand même une situation très difficile pour les parents, pour les enfants, pour les familles d'une manière générale. Et ces deux personnes aujourd'hui essayent, en tout cas, ils vont essayer de passer un message très fort et surtout aux politiques pour qu'ils bougent tout simplement et faire quelque chose et répondre aux besoins de ce gros dossier qui est un dossier très important. Voilà. Donc j'ai sur le plateau Madame Cinzia Agoni qui est porte-parole du GANT, présidente et fondatrice de Un Fort Autisme. Bonjour. Bonjour Madame, vous êtes la bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Merci à vous de m'avoir invité. Donc j'ai aussi Flora Rabito, qui est cofondatrice et directrice de l'ASBL Autisme en Action. Vous êtes aussi coordinatrice de l'opération Chaussette Bleue. Oui, bonjour et merci de nous recevoir. Voilà. Donc pour commencer, on va essayer d'abord de définir l'autisme. Donc je vous donne la parole, madame. C'est quoi l'autisme exactement pour que les personnes d'une manière générale nous suivent d'une manière adéquate, aussi comprendre mieux la problématique de cet handicap? On pourrait parler pendant une heure de l'autisme, je vais vous faire bref. L'autisme est un trouble d'origine neurologique. En fait, c'est un trouble du développement cérébral qui touche l'enfant avant 3 ans, même si on ne voit pas toujours tout de suite les symptômes, et qui affecte pratiquement toutes les capacités, tout le fonctionnement de la personne, de l'enfant d'abord, et puis de la personne par la suite. Et plus particulièrement dans le domaine de la communication. Donc la communication, le fait de parler ou de ne pas parler, la communication non verbale aussi, le fait de comprendre les signes de la communication non verbale, comme les gestes du visage, la gestualité corporelle, etc. Et la capacité aussi, ça touche aussi la capacité d'entrer en relation avec les autres, logiquement. Les deux sont liés. Donc, comprendre les codes sociaux, comprendre les émotions d'une personne, pouvoir les interpréter, pouvoir en faire quelque chose aussi. Ça touche aussi le domaine des intérêts. On dit souvent que les personnes qui ont de l'autisme ont des intérêts très restreints. Je pense qu'ils ont beaucoup d'intérêts, mais souvent ils se focalisent sur un ou deux intérêts particuliers et ils sont un peu de côté tout le reste. Et puis, ça touche aussi, puisque ça affecte le cerveau, ça touche aussi la manière dont les personnes intègrent les stimuli sensoriels. Tous les sens sont effectivement affectés. Les personnes qui ont de l'autisme peuvent par exemple être très réactives au toucher. Alors, par exemple, être dérangé par une caresse, alors que, par exemple, un gros coup, ça ne fait pas grand-chose. Donc, en fait, il y a un problème d'intégration de tous ces stimuli, même visuels, même auditifs. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont de gros problèmes avec les sons, avec certains types de sons, qui leur font du mal, alors que nous, par exemple, ça ne nous touche pas du tout. Donc, c'est très varié, les symptômes sont très variés. Ils sont parfois associés aussi à d'autres déficiences, à d'autres incapacités, mais ça affecte généralement tout le fonctionnement de la personne. Alors maintenant, décrire l'autisme comme un déficit, je trouve que c'est assez réducteur, parce que on considère de plus en plus, et surtout grâce à l'apport des personnes autistes de très haut niveau qui peuvent s'exprimer, qui peuvent expliquer ce qu'elles ressentent, grâce à leur rapport, on sait que l'autisme fait partie de la diversité humaine, que c'est quelque chose d'abord on ne guérit pas, on est autiste ou on est autiste, mais à côté des difficultés, parce qu'on dit toujours une déviance de la norme
présentent des difficultés, bien entendu. À côté des difficultés, il y a aussi des capacités qui sont assez exceptionnelles et que ces personnes ont en elles toutes. Simplement, les personnes qui sont plus handicapées, qui ont plus difficile à s'exprimer, ne le montrent pas. Mais les personnes qui ont de l'autisme ont aussi, et comme ils ont un fonctionnement différent, ils ont aussi énormément de richesses à nous apporter. Et ça, c'est quelque chose qui ne ressort pas très fort parce qu'on se concentre toujours sur le négatif. Vous avez dit que c'est un trouble neurologique. Oui. Est-ce que l'autisme est reconnu comme un trouble neurologique en Belgique? Actuellement, oui, mais ça ne fait pas longtemps. C'est depuis 2004 que la communauté française, actuellement la Fédération Wallonie-Bruxelles, a reconnu l'autisme comme un handicap spécifique, chose qui n'était pas le cas avant. Avant, il était considéré comme un trouble psychiatrique, tout simplement, comme un problème d'ordre psychologique dû à l'époque, c'est ce que l'on pensait, dû à un mauvais parentage. Donc, nous, parents, avons été fort culpabilisés pendant des décennies, malheureusement, par une mauvaise interprétation de l'autisme, parce que c'était un mystère, on ne savait pas d'où ça venait. Et les parents, les enfants, en fait, sont pris en charge par la sécurité sociale, d'une manière générale, par rapport à ce handicap. Alors, un handicap qui est reconnu depuis même pas encore 20 ans. Bien sûr, il est pris en charge, mais encore de manière, je dirais, très parcellaire et très réductive. En fait, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, une prise en charge bien définie, je dirais obligatoire, comme ce serait par exemple un protocole pour un cancer. Si on a un cancer, on ne va pas vous dire, non, écoutez, on n'a pas de la place à la de 20 ans. Une personne qui a de l'autisme aujourd'hui, un enfant qui a de l'autisme, une famille qui est confrontée à l'autisme, se retrouve devant souvent des services que l'autisme n'a pas de place, il faut l'attendre dans un monde où les gens si tu as tort, en fait, son manque de place et son manque d'infrastructure. Mais c'est lié au fait que, justement, on a reconnu l'autisme comme un handicap spécifique beaucoup trop tard, bien avant, bien plus tard que d'autres pays. Il faut dire que en communauté flamande, par exemple, elle était reconnue 10 ans avant. Et donc, en Flandre, on a quand même un peu plus de plus avancé que... Tout à fait. Ce n'est pas, je suis certaine que les Flamands vont dire qu'ils ne sont pas suffisamment satisfaits, ça c'est vrai, mais il y a quand même plus de services en Flandre que dans la partie francophone du pays. Alors, Madame Flora Rabito, vous êtes aussi très disponible et très active sur ces thématiques-là, surtout vous défendez vraiment les familles, vous les écoutez, vous les accompagnez, vous les recevez aussi chez vous dans votre association. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord du travail que vous faites sur le terrain par rapport à ces familles? Donc, le premier des travaux dans notre association, Autisme en Action, c'est d'accueillir les personnes et de les écouter. Déjà, être écouté, c'est déjà énorme, parce qu'il est difficile, il y a peu d'endroits, vous recevez un diagnostic, vous l'avez, et après, qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Déjà, il faut accuser le coup. Il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Alors, on les accueille, on les écoute. Ensuite, on les informe. Ce qu'on va faire, c'est un accompagnement adapté pour chaque personne. On va voir, tout en douceur, il faut aller vraiment au rythme de chacun, comment on peut l'amener. L'informer, expliquer c'est quoi l'autisme, prendre l'ampleur de la problématique. Ensuite, voir au cas par cas quels sont les besoins, quelles sont les démarches à faire, comment on peut aider aussi bien la maman à communiquer avec son enfant, l'enfant à s'exprimer auprès de son entourage, mais aussi les interactions avec la société, avec l'école, avec les centres d'accueil, avec les médecins. Ça reste un gros problème en Belgique. On est censé avoir une médecine qui connaît ce qu'est l'autisme et être accueilli et attendu. Eh bien, moi, je peux témoigner que malheureusement, en Belgique et à Bruxelles, il y a encore énormément de lacunes. Donc, on fait un accompagnement sur mesure. On essaie de mettre en place des activités qui puissent permettre aux personnes de se rencontrer, d'échanger, de s'épanouir, mais surtout de donner la place à la personne autiste. Elle a quelque chose à amener, elle a quelque chose à amener à notre société, et la voir, la rencontrer, mieux la comprendre, et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir à la société ce qu'elle a. Comme Thiago le disait tout à l'heure, il y a de tout, on parle de spectre de l'autisme. Il n'y a pas un autisme. Chaque autiste
a un autisme, chaque autisme a un autiste. Vous rassemblez dans une pièce 100 personnes avec autisme, les 100 personnes sont très différentes. Elles ont quelques points communs, mais elles ont un degré et un niveau tous très différents des autres. Dans la nécessité d'avoir un accompagnement individualisé spécifique. Tout à fait. C'est très important, c'est la base pour une réussite, pour une meilleure amélioration et un épanouissement. Je tiens à répéter ce qui a déjà été dit, on est autiste, on meurt autiste. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment l'enfant va être pris en charge. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau pédagogique, au niveau social, comment on va l'amener à s'épanouir, qui va faire que cette personne va pouvoir développer des compétences et vraiment s'épanouir au sein de notre société et rester incluse dans notre société. Ou ne pas être bien pris en charge, être surhandicapé, être au banc de la société et complètement oublié. On parle souvent des enfants autistes. Est-ce que vous entendez parler des personnes adultes autistes? Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils ont un on en parle plus. Justement, Madame Arabitou, comment vous gérez le côté psychologique, par exemple, d'une famille qui apprend que son enfant est atteint de cet handicap pour la première fois et qu'on vient vous voir, par exemple, dans votre organisation, votre centre? Comment vous gérez ce genre de situation difficile au niveau psychologique? Eh bien, c'est une réelle vraie question, ça. Alors, Autisme en Action était de bénévoles. Des professionnels, des parents, des personnes moins formées, mais en tout cas des personnes concernées par l'autisme. En tant que maman, j'utilise et je me base sur l'expérience de maman, en ayant une écoute positive et en puisant dans mon expérience qui peut amener l'autre à vraiment accepter ces différences. C'est vraiment une relation de cœur à cœur. J'explique que ça ne va pas être facile. Je dis la vérité. Ça ne va pas être facile. Il y a aussi des moments de bonheur. Et cet enfant qui est là a besoin de nous, de notre force, de notre volonté. Et que c'est une lutte quotidienne, ça va être à l'intérieur, avec soi-même, avec tous les rêves qu'on avait faits de cet enfant idéal, et avec la réalité avec laquelle on va faire face. Et aussi, faire en sorte que les familles, parce qu'au-delà de la personne qui reçoit le diagnostic, il faut aussi faire en sorte que la famille soit partenaire de cette nouvelle, resserrer les liens, car bien souvent, on se sent abandonné. La famille participe à toutes les étapes en fait, de cet accompagnement. Vraiment, nous sollicitons la famille. Je crois que c'est très important. Vous le conseillez? Oui, c'est très important. Mais parce que face à une telle nouvelle, la maman et le papa sont démunis. Et c'est à ce moment-là que la famille peut faire toute la différence. C'est le soutien. C'est le soutien, c'est le voisinage, c'est les amis, c'est la famille qui va faire que vous allez pouvoir passer des caps et d'autres. À partir de ce moment-là, c'est un parcours de combattant. On va inviter la maman à se former. Parce que non seulement elle est maman, mais elle va devenir infirmière, docteur de son enfant, professeur de son enfant, assistante sociale de son enfant. Elle va devenir tout. C'est un travail énorme. Pourquoi? Parce que la société ne nous amène pas les outils pour le faire. Donc nous, parents, on est confrontés à devenir tout ça. Et normalement, dans une société qui fonctionne bien, qui donne la place à chacun, comme dans certains pays c'est le cas, cette problématique-là, c'est pas l'affaire des parents, c'est l'affaire de toute la société. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer comme message en Belgique. Madame Agoni, le travail que vous faites tous les jours, qui est un travail formidable justement pour donner beaucoup plus d'aide et de soutien à ces parents, ces enfants-là, est-ce que vous, de votre côté, dans votre infrastructure, votre structure, votre association, vous êtes soutenu? Écoutez, non, nous sommes tous nous sommes tous des bénévoles, hein, de toute façon. Ce que nous avons au départ mis en place, c'est d'abord un travail de sensibilisation du monde politique. Donc ça, on a fait depuis des années. On sensibilise le monde politique. Aussi bien, sincèrement. Ça a donné une plus de conscience.
c'est vrai. Ça a donné plus de conscience par rapport à l'autisme, mais aussi au handicap de grande dépendance, hein, parce que parmi les personnes handicapées de grande dépendance, les personnes non dépendantes, il y a pas mal de personnes autistes, surtout des adultes. Donc, on a apporté une certaine sensibilisation. On est aussi allé à justice contre l'État belge au niveau européen, et on a gagné. Ce qui a fait que l'État a dû mettre en place des plans en grande dépendance et ensuite un plan autisme. Donc, il faut dire qu'il y a eu un plan autisme qui a été mis en place, enfin, qui est sur papier, qui est mis en place, maintenant mis en œuvre, c'est un plan depuis 2 ans, hein, donc c'était en 2016, je pense. Toujours pas applicable. Il y a certaines choses qui sont appliquées, mais c'est vrai, je dirais que c'est pour l'instant une belle déclaration de bonnes intentions. On attend toujours, je dirais qu'au niveau de la grande dépendance, il y a plus d'avancées, mais parce que, voilà, c'est un travail qui se fait au niveau de tous les handicaps. Mais au niveau de l'autisme, nous sommes encore quand même très très loin, je trouve. Et pour vous, c'est nos politiques qui doivent bouger Ce sont les politiques qui doivent bouger. Qui sont directement responsables. Tout à fait. Tout à fait. Au niveau fédéral comme au niveau régional. Parce qu'au niveau en fait, le problème, c'est la Belgique, elle est un peu saucissonnée en plusieurs compétences. Nous avons des compétences fédérales au niveau de l'autisme qui ont été malheureusement transférées aux régions, du coup aux régions de communauté, du coup, on ne sait plus qui fait quoi. Mais pour n'importe quel exemple qu'on avait évoqué, la logopédie par exemple, les frais de logopédie ne sont pas remboursés pour les enfants qui ont de l'autisme. C'est absolument aberrant. Essentiellement pour les enfants qui ont de l'autisme qui ne sont pas testables. Parce que, voilà, il faut avoir un QI normal pour pouvoir bénéficier du remboursement de la logopédie. Et c'est tout à fait aberrant, c'est une situation aberrante parce que ce sont les personnes qui ont le plus besoin de logopédie, justement, les enfants autistes, qui l'ont exclu de remboursement. Alors les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire payer de leur poche. Les associations ne sont pas subsidiées par rapport au travail que vous faites? Non, actuellement, nous ne sommes pas subsidiés. On travaille grâce à des fonds propres ou alors des dons de certaines personnes. On tient à les remercier parce qu'on a vraiment besoin. C'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire. Mais franchement, c'est normalement une problématique que l'État devrait prendre en charge. Vous avez introduit vos dossiers de subvention, vous avez demandé de l'aide, encore une fois en politique, il n'y a pas de... On introduit des dossiers, alors c'est extrêmement difficile d'avoir des réponses claires et d'avoir des subsides et d'avoir du soutien. En attendant, la problématique, elle est là, il y a une urgence, on ne peut pas attendre des mois et des années, quoi. Il faut qu'on aille, il faut qu'on soit appelé. Aujourd'hui, je viens d'apprendre, non c'était hier, j'ai appris qu'une des mamans est hospitalisée en urgence. Elle a un jeune adolescent de 17 ans autiste sévère. Je ne sais pas trop cette étiquette, mais ça sous-entend vraiment toute la problématique. Il est livré à son frère et à sa sœur pour veiller sur lui. On m'appelle en urgence pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous, on doit aller. Et il n'y a pas de structure pour accueillir, pour soutenir cette fratrie. Comment ils vont faire avec ce jeune homme? Et pourquoi en fait en Belgique on n'a pas des chiffres exacts concernant l'autisme? Bonne question. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore jusqu'à présent fait les recherches qu'il faut. Tout simplement. Il n'y a pas d'études de prévalence en fait. Même une étude n'a pas été faite en fait. Non, maintenant, vous savez, chaque personne qui a un handicap perçoit une allocation majorée, par exemple. Mais il suffirait de cocher la case autisme, par exemple, et voilà, vous savoir, et puis savoir combien. Mais pourquoi on ne le fait pas, à votre avis? Pourquoi on ne veut pas ça? Moi, vous voulez que je reprenne? Moi, je pense qu'à partir du moment où on pose la question, la réponse fait peur. Parce que s'il y a réponse, je pense que l'État va être obligé de prendre des décisions et de mettre des choses en place. Comme c'est fait dans d'autres pays. Il y a des pays où c'est fait, et voilà. Et donc ça fait peut-être un petit peu peur. Vous imaginez si maintenant, je ne sais pas moi, l'ONU qui accueille des enfants mettrait en place une recherche à ce niveau-là et que les chiffres apparaissent, qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres après? On est obligé de mettre en place des centres d'accueil, des écoles, des logopèdes, tous des spécialistes, de faire de l'accompagnement. Beaucoup plus qu'on en fait. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment en dessous de la réalité des besoins réels. En Belgique, ils sont les ministres de tutelle qui sont responsables directement de ce dossier. On a plusieurs ministres. On a notre ministre de l'handicap,
Madame Silfrémo, on en a d'autres, ça dépend de plusieurs, comme si ça avait expliqué. En fait, il y a des ministères au niveau régional et communautaire. Il faut savoir que les compétences de l'autisme ont été malheureusement transférées aux communautés et régions, ce qui veut dire que maintenant, on ne peut pas avoir un plan national d'autisme, ce qui est un peu aberrant. Alors que c'était des recommandations du KCE, qui est donc le centre d'expertise en médecine fédérale. Nous avons obtenu d'abord une étude sur l'autisme. Ils ont admis les chiffres statistiques qui sont les chiffres dans le monde entier, c'est-à-dire une personne sur 100 au moins serait touchée par l'autisme, donc 110 000 personnes en Belgique. En Belgique, on a 110 000. Ils ont plaidé, donc le KCE dans ses recommandations a plaidé pour un plan autisme national, mais en fait on a des plans autisme régionaux. Et donc chaque région fait sa popote. Là, il y a quand même un petit souci, je pense, un problème, effectivement. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir, par exemple, un enfant, donc une certaine prise en charge et une autre prise en charge, ou pas de prise en charge en communauté française. Maintenant, on peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des services, donc grâce aussi à la pression des associations de parents, même avant le nôtre, on a mis en place des centres de diagnostic, ce qui était la première revendication des parents, au moins diagnostiquer. Et ce qui manque, c'est la prise en charge après le diagnostic. On n'a pas de services spécialisés aujourd'hui, mis à part quelques services d'accompagnement, et on n'a pas de service spécialisé pour la prise en charge intensive, précoce de ces enfants. Parce que le plus tôt vous le prenez en charge, le plus tôt vous parvenez à faire en sorte qu'il communique, qu'il apprenne comme tout le monde les compétences de base, vous évitez le surhandicap à l'âge adulte ou à l'âge de l'adolescence. Donc l'enfant pourra, avec son autisme, se développer, je ne dis pas normalement, mais de manière beaucoup plus... ça ne se fait pas en Belgique. Ça ne se fait pas en Belgique, nous avons seulement deux services. Donc il y a un service un peu expérimental d'accord, qui est à l'UDF, c'est l'unité API, qui accueille de tout petits enfants, je pense une vingtaine d'enfants, même pas, une quinzaine d'enfants, quand il y a une population de 100 000, vous pouvez voir la grande différence. Et comment ça se passe chez nos voisins, par exemple, aux Pays-Bas, etc. Aux Pays-Bas, ça se passe un peu mieux, je pense, en tout cas d'après ce que nous savons. Oui. Il y a des prises en charge précoces, il y a surtout aussi un travail sur l'inclusion scolaire aussi. Donc, les enfants vont à l'école avec une aide. Il y a eu une étude qui a démontré, par exemple, que s'il y a prise en charge précoce et intensive, parce qu'il faut que ce soit intensif, oui, ça coûte cher, bien sûr, ça coûte cher. Mais c'est un investissement qui est payant par la suite, parce que par la suite, nous allons avoir des personnes qui sont beaucoup plus autonomes et pour lesquelles il ne faudra pas intervenir à l'âge adulte. Si vous pensez qu'une personne qui reste surhandicapée, elle va être à charge de la société 50, 60, 70 ans. Alors que si on met le paquet sur un petit enfant pendant quelques années, eh bien, on n'aura plus à dépenser cet argent-là par la suite. Donc, on l'a démontré, c'est une étude hollandaise. Maintenant, bien sûr, on pense que c'est toujours plus vert, toujours plus verte chez le voisin, mais c'est vrai qu'en France, ce n'est pas mieux que la Belgique, pour faire une comparaison. Donc, oui, alors Flora, parfois, vous n'avez pas le moyen, justement, comme vous dites, de faire un travail encore plus performant, plus ciblé, etc. Et justement, vous lancez cette opération Chaussettes Bleues, puisque c'est pour récolter de l'argent que vous faites ça, parce que vous n'avez pas les moyens. Et c'est quoi exactement cette opération Chaussettes Bleues? Dans un premier temps, l'opération Chaussettes Bleues se veut en une journée de sensibilisation à l'autisme, par le biais de la fête et de l'information. Il y aura des conférences, il y aura aussi des concerts et des fêtes. Je pense que pour aider les personnes autistes, il faut d'abord les connaître et savoir ce que c'est. Il faut sensibiliser. Il y a plein de gens. Et il y a une enquête qui court, et ce jour-là, il y a une enquête. On pose une dizaine de questions pour savoir ce que les gens pensent de l'autisme et ce qu'ils en connaissent. C'est une première, non, on l'avait fait l'année passée. On s'est rendu. La deuxième édition. Ah non, nous sommes à la quatrième édition cette année. Et au vu de cette enquête qu'on a fait ce jour-là, on s'est rendu compte que vraiment, la majorité des gens ont une méconnaissance de la problématique de l'autisme. Donc le premier, le B.A.B.A., c'est d'informer les gens ce qu'est l'autisme. Ensuite, c'est aussi d'informer les familles de ce qui existe.
de ce qui est possible de faire, de comment on peut accompagner au mieux. C'est aussi un lieu d'échange et de rencontre. C'est de permettre à des personnes autistes de rencontrer d'autres personnes, d'échanger des expériences, d'échanger et de vraiment démystifier ce que c'est, voilà, vraiment de découvrir l'autre. On a la chance d'avoir M. Joseph Chevalet, qui est un éminent philosophe et écrivain, un porte-parole incroyable de l'autisme, qui vient donner une conférence. Nous aurons aussi le professeur Guilain Major, qui est connu pour tout le travail qu'il a fait et la prise en charge. C'est quel jour? Ça va se faire quel jour? Ce sera le samedi 31 mars au bol d'Atombe, au carrefour des attelages. Et vraiment, nous avons besoin de votre présence et de votre soutien. Je tiens à dire que c'est une fête. Donc, il y a des animations pour les enfants, il y a des ateliers créatifs, il y a des châteaux gonflables, il y a des concerts, mais il y a aussi un espace conférence, des espaces information, des espaces de rencontre, un café rencontre. Donc, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer, de faire la fête, mais aussi de s'informer. Alors, une dernière question. Qui sont, selon vous, vous êtes sur le terrain depuis une vingtaine d'années, présente avec d'autres associations, une grande expérience dans ce domaine-là. Qui sont les actions prioritaires, justement, à mettre en œuvre maintenant, là, tout de suite? Alors, maintenant, là, tout de suite. Pour faire les choses correctement. On l'a dit, qu'il faut une prise en charge précoce intensive. Donc, il faut qu'à un moment donné, on mette les moyens financiers nécessaires pour prendre en charge les enfants dès le diagnostic d'autisme. C'est ce qui manque maintenant. Parce que bon, il y a des écoles, il y a des spécialisations peut-être pas suffisantes, mais on a quand même des classes qui prennent en charge les enfants avec autisme. Mais là, ce qui manque, c'est le maillon entre le diagnostic et la scolarité. Donc là, il y a quelques années qui sont actuellement malheureusement gâchées. Alors, une chose que je voulais dire quand même, pour ne pas dire qu'il n'y a rien, parce que ça n'est pas vrai, nous, en tant qu'association, avec nos maigres finances qui viennent des dons, on organise des formations pour les parents. Et donc, les parents peuvent y accéder à des prix très réduits. Voilà. On fait ça à Bruxelles, à Mons, à Liège, un peu partout, avec la collaboration d'un organisme de formation français, et donc, on apprend aux parents à comment communiquer avec les enfants. On apprend le PEX, qui est le système de communication par échange d'images, pour un enfant qui ne parle pas encore. Vous allez laisser ces coordonnées-là pour mettre tout ça sur l'écran pour que les gens puissent... Et là, quand même, le politique nous a entendus parce qu'il nous donne une petite subvention aussi, donc ça, il faut le dire. Ça commence petit à petit. Maintenant, le problème, c'est que le politique n'a pas encore compris que c'est vraiment, ou bien il a compris, mais il est coincé, que c'est urgent et c'est une question vraiment de santé publique. Voilà. Alors, question... Je voulais juste rebondir sur ce qu'elle disait. Les besoins, c'est bien sûr la prise en charge des enfants, mais aussi, et moi je trouve crucial, et là c'est ce que nous vivons sur le terrain, c'est l'accueil des personnes avec autisme dans les milieux hospitaliers, le monde médical. C'est incroyable les problèmes qu'il y a, et ça il faut vraiment le dénoncer. Je suis révoltée de la prise en charge de ces personnes qui sont soit mal prises, soit refusées. Ça arrive qu'on refuse de prendre en charge des personnes autistes. On peut être autiste et avoir une rage de dents, on peut être autiste et avoir une appendicite, et dès qu'ils se présentent vers certains centres hospitaliers, ils sont refloués en disant « il est un trouble du comportement, c'est parce qu'il est autiste, c'est normal ». Mais non, allez voir un peu plus loin, faites les tests comme vous le feriez pour n'importe quel être humain, et vous verrez que c'est peut-être pas ça. Vous faites appel au service d'aide à la jeunesse par rapport à ça? Alors, parfois c'est des adultes, donc les cas qui m'ont eu, c'était des adultes, donc c'était pas le service d'aide à la jeunesse. Par contre, il est compétent de suivre jusqu'à l'âge de 21 ans. Oui, tout à fait, mais là c'était des personnes beaucoup plus âgées que 21 ans. Et donc, pour les enfants, on a parfois confronté à des familles qui sont accompagnées par la CDI d'aide à la jeunesse, et eux-mêmes s'adressent à nous, parce que parfois, face à la problématique de l'autisme, ils n'ont pas de réponse. Ils nous demandent à nous des renseignements. Comment faire, ou que faire, ou quoi faire, et vers qui aller, ou qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Donc bien sûr, on essaie de travailler en collaboration avec tous les organismes. Alors, un dernier mot, Anony, par rapport à celui-là, avant de conclure cette émission. Un dernier mot. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a un message qui est très important aujourd'hui, c'est celui de l'inclusion.
Mais une vraie inclusion et pas juste un beau discours. On parle beaucoup d'inclusion. Être inclus, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne autiste d'être inclus? C'est d'abord d'être inclus dans sa famille, bien entendu, d'être accepté par la famille élargie, ce qui veut dire évidemment information de la famille. Donc c'est un travail qui est fait. Et accompagner aussi, donc être accompagné dans toutes dans la vie quotidienne. Et surtout, je dirais un petit mot pour les adultes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Bon, on l'a dit, on a des adultes de tous les niveaux, des adultes surhandicapés, mais aussi des adultes de grande intelligence et avec énormément de capacités. Et ce qui me chagrine, c'est de voir que ces adultes qui sont extrêmement, qui ont un potentiel immense, eh bien, sont aux marges de la société. Ils ne sont pas inclus, alors qu'ils pourraient fournir énormément à la société. Pensons par exemple, dans d'autres pays, à des adultes qui sont professeurs universitaires, qui sont des grands physiciens, des grands mathématiciens. C'est parce qu'on leur a permis, malgré leurs différences, d'étudier, d'avoir peut-être aussi de l'aide, des plages horaires différentes, etc. Et je pense en Amérique, par exemple, je pense qu'en Amérique, c'est beaucoup plus facile pour une personne avec autisme de quelque part percer, parce que les études sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus flexibles que chez nous. Et je pense qu'il faut penser à ces adultes qui ont des énormes capacités. Bien sûr, on n'oublie pas les adultes qui sont plus déficitaires et qu'il faut porter un bout de bras, surtout aller dans les familles. Mais les adultes qui ont des capacités, il faut leur donner leur chance. Et je pense que là, il y a du travail qui ne coûterait pas faire. Il ne faut même pas investir de l'argent, il faut juste ouvrir son esprit, il faut juste ouvrir les mentalités. Changement de mentalité. Alors, un dernier mot aussi, avant de terminer cette émission, par rapport à l'autisme, de manière générale. Mais écoutez, l'autisme, c'est un monde que j'invite tout le monde à découvrir. C'est vrai qu'il y a des problèmes et vraiment des grosses difficultés à comprendre et à faire évoluer les choses, mais il y a aussi plein de richesses. Moi, je suis maman d'une enfant autiste, alors c'est vrai que ça m'a amené énormément de problèmes, mais j'ai appris beaucoup. Je dis tout le temps que ma fille a été mon école. Donc, leur donner leur place, les écouter, découvrir leurs richesses, ils ont énormément à nous apporter. Et je pense que nous sommes ici sur cette terre pour tous vivre ensemble, dans le respect de chacun, de la différence de chacun. Donc c'est très important. Alors, Agoni, merci. Laura, merci. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. J'espère que les politiciens vont entendre en tout cas ce message, ces demandes qui sont très explicites par rapport à l'accompagnement, par rapport à l'aide demandée par les familles, par les enfants, par la société de manière générale, et soutenir l'autisme. À la prochaine fois, merci.